Nous allons commencer. Bon, ben alors on commence. Hein. Si, on m'entend pas. Si, il y a du Larsen, non? C'est bon? Allez hop, coupe le téléphone. Tout le monde est installé, alors on y va. Bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer. Merci de prendre place pour les derniers retardataires et d'éteindre vos portables. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, vous qui assistez dans la salle du conseil, bienvenue. Mesdames et messieurs qui nous regardez sur Facebook et YouTube, merci de nous suivre via Internet. J'en profite pour rappeler que ce conseil d'arrondissement est public, ouvert à tout le monde, et que vous pouvez y assister en présentiel dans la mairie et que vous êtes toutes et tous les bienvenus dans cette agora d'arrondissement. Nous allons commencer par l'appel nominal réalisé par le Benjamin de notre Assemblée. Monsieur Rupnik, c'est à vous. Monsieur Rupnik. Ah, c'est bon. Micheline Abour. Marie-Hélène Amsalem. Monsieur Pierre Bédaroche. Présent. Yvon Berland. Jean-Marc Bonafou. Présent. Véronique Brambilla. Joël Canicave. Présent. Daniel Casanova Gavino. Présent. Pierre Secaldi. Frédéric Collard. Présent. Alexandra D'Agostino. Présent. Pauline Delage. Rosette Degna-Salonne. Didier El Rarbaï. Lee Ferrero. Olivia Fortin. Présente. Christophe Hugon. Lucas Incapa. Cédric Jouve. Présent. Christine Juste. Isabelle Lossine. Pierre Lemery. Baptiste Luçon. Bernard Maranda. Juliette Masson. Anne Meillac. Olivier Ménétrier. Éric Méry. Xavier Méry. Marie Michaud. Yves Morène. Lourdes Mounien. Elliot Perenco. Ludovic Pernet. Catherine Pila. Nora Preziosi. Donna Richard. Sophie Roch. Alexandre Rupnik. Christelle Simonetti. Nathalie Tessier. Martine Vassal. Elisabeth Venton. Cyprien Vincent. Serena Zouagui. Merci Monsieur Rupnik. Le quorum étant atteint, ce conseil d'arrondissement peut valablement démarrer. Nous allons commencer par passer à l'approbation du procès-verbal de notre précédent conseil d'arrondissement du 2 novembre 2022. Y a-t-il donc qui est contre, qui s'abstient? Qui est contre, qui s'abstient? Personne. Donc, le PV est adopté. Avant de passer à l'ordre du jour de ce conseil d'arrondissement, je voudrais évoquer cette période de Noël et des fêtes de fin d'année. Nous avons vécu une année riche et passionnante, une année d'action, de projets et de réalisations. Elle a souvent été heureuse et pleine de bons moments. Pourtant, en cette fin 2022, dans l'ombre d'une guerre au cœur de l'Europe, nous vivons, et pour certains plus que pour d'autres, des moments difficiles et emplis d'incertitudes. En cette période de fête, je pense tout particulièrement à nos concitoyens qui souffrent de la hausse des prix et de l'énergie, d'une inflation qui fragilise les plus modestes et les plus précaires. C'est pourquoi la solidarité, plus que jamais, est essentielle. Elle fonde notre humanité. Et dans le 6-8, pour notre équipe municipale, Noël ne peut se contenter d'être festif. Il doit être également solidaire. Les confinements ont multiplié les fragilités, les inégalités accentuent et fracturent notre société. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour recoudre le lien social, encourager le partage et montrer chaque fois que cela est possible que nous sommes solidaires et que nous agissons pour être aux côtés de ceux qui en ont besoin.
Aujourd'hui, hélas, certains des habitants de notre secteur ont du mal à se nourrir, à se loger, à avoir chaud. C'est pourquoi hier soir, notre mairie, grâce à l'association Sourire pour les Anges, a organisé au CMA Michel Lévy un repas pour ceux qui n'ont pas de toit et qui ont faim. Près d'une centaine de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes ou des seniors ont pu profiter d'un moment de chaleur humaine, de convivialité et surtout d'assistance. En cette période de fête, plus qu'à tout autre moment, la solidarité doit être au centre de notre action publique. C'est pourquoi nous sommes présents aux côtés de ceux qui organisent des collectes de vêtements et de couvertures. C'est pourquoi nous sommes présents aux côtés de ceux qui réalisent des collectes alimentaires et des maraudes. C'est pourquoi nous organisons la collecte de boîtes de Noël et de jouets pour réchauffer le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. En novembre, nous avions organisé le festival, à l'occasion du Festival des Solidarités, Rock Solidaire, qui a permis de mettre en lumière l'action de toutes ces associations qui œuvrent dans l'ombre. En janvier, le 26 janvier, notre mairie encadrera une nouvelle fois dans notre secteur la Nuit de la Solidarité pour identifier et mieux accompagner les sans-abri. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site pour y participer. Pour autant, Noël doit être également un moment festif. Et cette année, nous proposons des festivités et des spectacles pour les enfants au cœur des 6e et 8e arrondissements. Dans le 8e arrondissement, ce sera le parc de Bagatelle les 17 et 18 décembre. Dans le 6e, ce sera le 21 décembre à l'Espace Julien. Contes enneigés, chants de Noël, parades et musique pour les petits et les grands. N'hésitez pas à consulter notre site pour connaître le détail de cette programmation. De plus, pendant toute la période des fêtes, avec un lancement ce samedi, vous pourrez profiter d'une création artistique qui illuminera, avec des lasers et beaucoup d'effets spéciaux, le parc de Bagatelle. Et pour rester dans le registre des illuminations, celles de nos rues et de nos places, nous avons choisi cette année de mettre l'accent sur les noyaux villageois et de renforcer le travail partenarial avec les commerçants pour qu'ils participent et contribuent à l'animation de nos quartiers. Je vous propose maintenant de reprendre l'ordre du jour de notre conseil, sauf s'il y a bien sûr des questions ou des interventions. Je n'en vois pas, donc nous reprenons le cours de ce conseil d'arrondissement. Je voudrais maintenant passer à un point d'information sur une action structurante que nous avions annoncée il y a un an, la mise en œuvre d'une comptabilité carbone et d'un budget climat. Et ce point d'information est présenté par M. Secaldi, adjoint à la décarbonation. M. Secaldi, vous êtes assis, mais ce n'est pas là qu'on vous attend. Merci, monsieur le maire. Je vous prie tout d'abord d'excuser mon retard, chers collègues. J'étais pris dans les embouteillages entre Aix et Marseille. Et désormais, j'attends le texte imprimé de mon discours qui va commenter les supports graphiques que je vous présente. Merci Madame Papalardo. Chers collègues, mesdames et messieurs, celles et ceux qui nous regardez en ligne, d'avance, pardonnez-moi un peu la longueur de l'intervention qui va suivre. Je pourrais vous présenter brièvement les premières conclusions des travaux entrepris sur le budget climat. Cependant, il nous paraît important au groupe Printemps Marseillais de vous dire à toutes et tous, au risque de la répétition, pourquoi nous faisons cela. Je vous montre ici une image qui ressemble au logo d'une plateforme de streaming célèbre. C'est pas ça. En fait, c'est la variation de la température moyenne mondiale depuis 1850. La référence, le zéro, entre guillemets, se situe autour de 1870. C'est la bande blanche que vous voyez sur la gauche du cadre. Les nuances de bleu, c'est les années les plus froides. Les nuances de rouge, les années les plus chaudes. Les faits sont là. La Terre se réchauffe. Et alors ? Alors, voici deux cartes de l'Europe.
avec le bassin méditerranéen en bas. Celle de gauche représente le climat, disons, actuel. Celle de droite, le climat d'il y a 20 000 ans, au cœur de la dernière ère glaciaire. À gauche, les dominantes de bleu et de vert illustrent des écosystèmes fertiles, compatibles avec l'agriculture et donc des sociétés humaines sédentaires. Ajoutez à ça des combustibles fossiles qui font la mécanisation et les engrais, et nous pouvons ainsi nourrir le presque milliard de personnes qui vivent aujourd'hui sur cette carte. Sur la droite, il y a donc 20 000 ans, le continent subit un climat aride ou semi-aride, entre déserts froids en blanc et orange, chauds en rouge, et des steppes en jaune et bleu ciel. Ces écosystèmes permettent la survie, tout juste la survie d'une population humaine d'environ 100 000. Pourquoi je vous raconte ça ? Pourquoi je vous raconte ça ? La différence de température mondiale entre ces deux cartes, c'est 5 degrés. 5 tout petits degrés. C'est un changement radical des conditions de vie, et c'est pourquoi la lutte climatique n'est pas une option politique. C'est une nécessité impérieuse, quasi existentielle pour nos sociétés technologiques. Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, nous trouvons normal que les services publics de proximité que produit cette mairie de secteur deviennent exemplaires. C'est donc pourquoi nous vous communiquons aujourd'hui des éléments à propos d'une démarche initiée dès 2021 par la ville de Marseille, qui vise à réduire son empreinte écologique, en particulier sur le climat et donc les gaz à effet de serre. Il y a un an, nous vous annoncions en marge de la COP26 notre intention de développer une comptabilité carbone en temps réel, de manière à pouvoir arbitrer les décisions budgétaires en termes non seulement monétaires, mais également climatiques. Nous avons passé un marché avec un prestataire en juillet dernier et vous livrons ce soir les premières étapes de ce travail effectué par l'entreprise Ecodev sous le pilotage de la chef du service budget de cette mairie que je remercie chaleureusement pour son engagement. L'entame de ce travail a consisté à évaluer à partir du budget prévisionnel 2023 l'impact sur le climat de chaque dépense. Ce travail suit une méthodologie éprouvée, élaborée par l'Institut pour l'économie du climat, en collaboration avec l'Association des maires de France, ainsi que plusieurs grandes métropoles et municipalités. Ce que je vais vous montrer est une analyse ligne à ligne du budget pour classer les actions de très favorables à défavorables en fonction de leur impact sur le climat. Sur le budget de fonctionnement, on observe 18% des dépenses sont très favorables ou plutôt favorables à l'action climatique en vert, car elles évitent des émissions dans la société. 35% sont neutres, en gris, car peu émettrices. 5% sont défavorables, il s'agit là des carburants de notre flotte de véhicules, du chauffage de nos bâtiments au fioul ou au gaz, ou encore des repas avec viande de ruminants servis dans nos centres aérés. Enfin, 42% des dépenses de ce budget prévisionnel sont indéfinies au regard des critères climatiques, ce qui donne une idée du chemin à parcourir pour pleinement évaluer les impacts climatiques de nos politiques publiques. Sur la diapositive suivante, c'est le budget d'investissement qui est cette fois représenté. On a 35% de dépenses favorables. Il est question là de végétalisation et de transformation de l'éclairage vers la basse consommation. 2% sont même très favorables. Et ici, on parle de désimperméabilisation. On permet alors au sol de retrouver une vie et ainsi jouer son rôle naturel de puits de carbone. Enfin, 62% de ces investissements sont considérés comme neutres. Il s'agit d'opérations peu émissives au regard de la durée de vie des équipements qui sont installés ou entretenus. Les prochaines étapes de ce travail consisteront à affiner, bien sûr, les études autour des dépenses indéfinies. Et dans les prochaines semaines, un comité de pilotage sera créé afin de suivre la démarche et permettre l'appropriation de ces outils et méthodes de comptabilité par les services eux-mêmes. Nous construirons ainsi la feuille de route qui permettra d'améliorer l'impact climat du budget. Enfin, une étape essentielle sera de sensibiliser les parties prenantes de notre collectivité à cette nouvelle démarche, tant à travers les services internes de la mairie qu'auprès de nous toutes et tous, usagers de ces services. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Je vous remercie, Monsieur Secaldi. Et s'agissant d'un point d'information, aucun vote n'est requis, mais bien évidemment, s'il y a des interventions souhaitées sur ce point, je n'en vois pas. Et donc, nous reprenons le cours normal.
Voilà. Donc nous n'avons pas. Merci Monsieur Secaldi. Et nous reprenons le cours normal. Ah, pardon. Ça marche, oui. Oui, je voulais savoir, on peut aussi faire au préalable de conseil d'arrondissement des interventions de ce type-là sur différents sujets? Parce que moi, je veux bien me prêter l'exercice. Hein. Professeur de métier, je suis assez... Soumettez-nous vos questions. D'accord, oui, très volontiers. Sur des sujets divers et variés qui concernent la vie publique. Non, on est en conseil d'arrondissement, ce n'est pas sujet divers et variés. Nous avions évoqué dans le cadre du budget de la mairie, c'est une action de notre mairie d'arrondissement, et c'est à ce titre que nous avons eu une intervention de M. Secaldi, qui est en charge de ce point en tant qu'adjoint. Mais bon, écoutez, c'est dans le cadre du conseil d'arrondissement et de notre action municipale. Très bien. Monsieur Secaldi. Monsieur Méry, il se trouve qu'on engage 1,5% du budget sur ce projet. Et donc il s'agit simplement, même si ça ne fait pas l'objet d'une délibération, de rendre compte de l'argent public que nous dépensons. C'est tout. Bon, nous reprenons donc le cours normal de ce conseil d'arrondissement à une deuxième intervention. Monsieur Maranda. Oui, je vais intervenir aussi parce que monsieur nous explique que ça fait partie de l'argent public et que ça fait partie des actions de la mairie. Très bien. Et c'est pas la peine de nous faire un cours de propagande assez orienté et dans un sens unique sur ces sensibilités à ce niveau-là, je veux dire, parce qu'on peut quand même, pour l'argent public, garder une certaine neutralité et ne pas donner des informations qui ne sont pas des informations, mais qui sont des convictions. Merci. Oh, j'en ai de nombreuses. Des convictions. Mais, Monsieur Maranda, les faits ne sont pas des opinions. Les températures que je vous ai montrées sont des températures mesurées. N'est-ce pas? Mesurées. Vous prenez un thermomètre, vous mesurez la température, vous faites la moyenne, et vous avez une moyenne mondiale. Après, les moyennes, il faut s'en méfier. Hein. C'est d'ailleurs exactement le propos de cette carte. Il y a 5 degrés de différence de température, c'est ce qu'on a dans son logement sur une journée. Pour autant, 5% de différence, 5 degrés de différence sur une moyenne mondiale, ça fait un changement d'écosystème de cette ampleur. Et ça, c'est le GIEC qui le dit, c'est des milliers de scientifiques. Et donc, en fait, la science est affaire de preuves scientifiques et de méthodologie. Ça n'est pas une opinion. Bon, nous savons qu'il y a toujours des climato-sceptiques, hélas, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet et on va reprendre comme... Encore une autre intervention. Monsieur Méry, mais... Juste une petite remarque, puisqu'on nous dit que c'est une manière de nous expliquer comment est utilisé l'argent public. Je m'étais étonné, mais c'est vrai que je ne l'avais pas fait lors du dernier conseil, que dans le compte public 6228 d'hiver, on était passé de 328 000 euros et on passait à 377 000 euros. Sur ce compte-là, le compte d'hiver, c'est précisément un compte dont on ne sait pas exactement. Je voulais savoir, est-ce que c'est dans ce compte d'hiver que les questions... Donc voilà, c'était... On a eu un débat sur le budget et c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu poser la question. Mais là, comme on nous le redit... On ne va pas revenir. Là, on essayait de vous expliquer pour quelles raisons on mettait en place une comptabilité carbone et quels étaient les impératifs qui s'imposaient à nous dans le cadre dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, ce qui est cette action de la mairie, dans quelques années, toutes les mairies, toutes les collectivités auront des actions comparables. Donc on est un peu en anticipation de ce qui se fait ailleurs, mais on ne va pas revenir sur le budget et sur ce qui a été évoqué la fois dernière. On ne va pas faire un débat sur... Non, mais il ne s'agit pas de faire un débat, c'est comme on nous parlait de nous dire, nous expliquer comment était utilisé l'argent public. Je me demandais si c'était dans ce compte-là que cet argent public était utilisé, parce que j'étais assez étonné du montant de ce compte d'hiver. Voilà, c'est tout.
On vous répondra l'année prochaine. Voilà. Donc, nous reprenons le cours de ce conseil d'arrondissement avec 3 rapports, le rapport numéro 1, le rapport numéro 2 et le rapport numéro 3, qui sont portés par M. Manchon, adjoint en charge des plages, notamment en charge des plages et des équipements balnéaires. Ce sont des rapports qui concernent notre littoral et plus particulièrement le parc balnéaire du Prado, qui s'étend de la base nautique du Roucas-Blanc jusqu'à Vieille-Chapelle. C'est un territoire stratégique évidemment pour notre secteur et bien sûr pour l'ensemble de la ville et même au-delà. C'est dire l'importance de ces 3 rapports qui organisent et structurent l'avenir des plages, des espaces arrière du parc balnéaire jusqu'au 31 décembre 2026. Et c'est particulièrement important au moment où notre ville se prépare à accueillir en 2023 les events des Jeux Olympiques et en 2024 les compétitions officielles de voile. Pour mémoire, les plages et les arrière-plages ont été gagnées sur la mer et font à ce titre partie du domaine public maritime. Cependant, et par convention, l'État en délègue la gestion à la ville de Marseille depuis plus de 30 ans. La convention initiale étant arrivée à échéance, il est nécessaire de la proroger afin de faire émerger un nouveau projet d'aménagement et de développement de cet espace balnéaire. C'est l'objet du premier rapport qui prolonge pour 3 ans cette concession. Cette période doit permettre aux parties prenantes, à l'État et à la ville de Marseille de définir de nouvelles ambitions. Mais dès cette année, et pour se mettre en conformité avec la loi littorale, les constructions en dur seront démolies. Comme cela se passe sur l'ensemble des côtes françaises, elles seront remplacées par des constructions provisoires et démontables, installées quelques mois dans l'année pendant la période estivale. Les 2 rapports suivants concernent le parc balnéaire et pour sa partie entre l'embouchure de l'Uvonne et Vieille-Chapelle, et comprenant en particulier l'escale Borély. Le premier de ces 2 rapports prolonge pour 4 mois la concession de gestion de l'État au profit de la ville. Le deuxième prolonge pour 4 mois la convention de gestion entre la ville et la Sogima pour l'exploitation commerciale de l'escale Borély. Ce délai vise à donner à la ville, d'une part, le temps de finaliser les discussions avec l'État pour une prolongation jusqu'en 2026, d'autre part, de réaliser une mise en concurrence pour la concession de gestion des activités commerciales de l'escale Borély. Nous savons combien l'escale Borély est un lieu important et symbolique pour les Marseillaises et les Marseillais, ainsi que pour tous les visiteurs qui fréquentent ce littoral. Au-delà des restaurants, des bars et des commerces qui s'y trouvent, c'est un point de repère qui structure les activités balnéaires et la fréquentation du littoral sud. C'est pourquoi, depuis plus d'1 an, nous avons engagé avec les commerçants un travail pour installer l'escale au cœur du quartier Bonneveine et en faire un lieu de centralité animé aussi bien l'été que l'hiver. Dans les années qui viennent, notre ambition est de créer un axe vivant et commerçant entre l'escale Borély et la place Bonnefond, dont nous souhaitons qu'elle perde son caractère de rond-point routier. Notre littoral, celui du 8e arrondissement, est un atout pour le développement et l'attractivité économique de la ville. Chemin vers les Calanques, quartier résidentiel, espace balnéaire ou de loisirs, ce secteur doit être réinventé, doit s'apaiser pour que chacun puisse profiter au mieux des merveilles de la rade de Marseille. Y a-t-il des questions sur le rapport numéro 1 ? Monsieur Maranda. Oui, c'est juste une question, enfin, d'ailleurs pour les 3 premiers rapports. Qu'est-ce que vous entendez exactement par démolition des espaces bâtis là, vous parlez de l'escale Borély, mais l'escale Borély, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Vous allez la transférer ou pas ? Je n'ai pas très bien compris. Non, là on parle de 4 établissements, la Cabane des Amis, les Sablines, Mama Beach, et le 4e... oui, d'accord, mais l'escale Borély en lui-même, qui est un espace bâti, justement, qui n'est pas temporaire, comme vous disiez que vous ne vouliez plus qu'il y ait des espaces bâtis permanents. L'escale Borély n'est pas concernée par cette démolition. Ah, voilà, parce que bon, ça fait partie du périmètre quand même. L'escale Borély n'est pas concernée par cette démolition. On ne va pas démolir l'escale Borély, qui est un des fleurons on ne s'étonne plus de rien, c'est à tout à fait Marseille. possible. Donc, oui, voilà. non, d'accord. Non, c'était bien de le préciser. Et qu'est-ce que vous entendez aussi par les espaces arrière du parc balnéaire ? Ils vont jusqu'où présentement et même dans le futur ? Est-ce que, par exemple, l'hippodrome et le golf peuvent faire partie, à plus ou moins long terme, de ces espaces arrière ?
Non, ce qu'on appelle les espaces arrière. Actuellement, oui. Vous avez la bande, les plages. Oui, j'ai vu le où il y a plan. le sable et où on va... Jusqu'à la route, en gros, quoi, oui. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'espace arrière balnéaire qui va jusqu'à la route, avec une modification dans la convention qui intègre pour cette fois les parkings dans ces espaces arrière du parc balnéaire. Ils en étaient exclus, ils ont été réintégrés. D'accord, mais si jamais vous reprenez à vous cette lumineuse idée de transformer l'hippodrome à une plage qui deviendra de ce fait-là un espace arrière, est-ce que c'est possible ou pas cela? Comment? J'ai pas compris. L'hippodrome, si vous reprenez... L'hippodrome n'est pas dans les espaces Pour arrière. l'instant, je sais bien, mais quand il y aura fin de la concession et que cet hippodrome sera repris et il y avait eu un plan... Pour l'instant, l'hippodrome n'est pas Oui, pour l'objet l'instant. de la présente délibération. Je suis d'accord, oui. Donc on ne va pas évoquer le devenir de l'hippodrome aujourd'hui dans le cadre de ces délibérations. Là, aujourd'hui, on parle Oui. de l'espace balnéaire et de... Oui, vous le limitez à la du parc route pour l'instant, balnéaire, d'accord. Oui, ce d'accord. qu'il y a entre la route et la mer. Donc, pas d'autres interventions, donc on va pouvoir passer au vote. Pour le rapport numéro 1, qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 1 est adopté. Rapport numéro 2. Y a-t-il une intervention à propos du rapport numéro 2? Monsieur Maranda, j'ai vu que vous leviez la main, non? Ah, abstention, pardon. Donc, qui vote contre? Rapport numéro 2, qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 2 est adopté. Rapport numéro 3. Intervention, pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 4. C'est moi-même qui porterai également ce rapport numéro 4, proposé par M. Canicave, adjoint en charge des finances et des moyens généraux. Ce rapport vise à autoriser le versement d'acomptes de subventions en anticipation du budget 2023. En effet, certains acteurs associatifs ou travaillant dans le champ de la solidarité ont besoin de sécuriser leur trésorerie en début d'année. C'est ce que permettront les acomptes votés aujourd'hui. Ils concernent, comme précisé dans le rapport, le CCAS, le GIP culturel Belle de Mai, l'INSEAM, l'Institut national supérieur d'enseignement artistique de Marseille-Méditerranée, diverses associations dans le domaine de la culture, des associations animant les accueils de loisirs sans hébergement, des accueils de jeunesse et des ludothèques, et des associations animant les centres sociaux et espaces de vie sociale, ainsi que la Caisse des écoles. Y a-t-il une intervention sur ce rapport? Je n'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté. Pour poursuivre et rester dans le registre un petit peu des 3 premiers rapports, nous allons revenir sur le littoral et examiner maintenant le rapport numéro 12 pour un projet qui concerne les places Honnêteté et Muselier, soit Prado-Plage, qui est immédiatement situé en face de la base nautique qui accueillera les Jeux Olympiques. Et pour en parler, je demande à M. Perenchio de nous présenter ce rapport extrêmement important. Merci, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus du Conseil, Mesdames, Messieurs, il me revient de vous présenter, en tant qu'adjoint de quartier, un rapport qui émane de la direction des missions des projets urbains proposés par Madame Perrine Prigent, conseillère déléguée à l'amélioration des espaces publics, et par Madame Mathilde Chaboche, adjointe en charge de l'urbanisme. Ce rapport vise à assurer de multiples réparations d'un équipement au cœur du quartier La Plage, quartier emblématique de Marseille et de nos arrondissements. Il s'agit de l'espace des places Amiral Muselier et de l'Honnêteté, et cet espace a fait l'objet depuis 2008 de projets d'aménagement et de réflexions diverses, mais le poids des défauts et des contentieux successifs que nous ne commenterons pas, conjugué au poids du budget déjà investi de 2 millions d'euros, ont forcé à l'abandon de cet espace public. Notre volonté, et la volonté de la municipalité, est de regarder devant nous et d'améliorer la ville. Ici, il s'agit
de se prononcer par ce rapport pour la réfection globale de la place de l'Honnêteté, qui est la partie haute de cet espace, à hauteur de 762 000 € et dont l'opérateur engagé est la Soleam. Nous allons suivre de très près ces réparations et qui sont très attendues, en particulier par les riverains et les riveraines. Cela entreprend de reprendre entièrement le terrassement de cette place pour résoudre les affaissements dangereux que vous pouvez voir en image. Afin que cet aménagement soit fiable et pérenne, l'engagement d'études de maîtrise d'œuvre est nécessaire dans ce contexte spécifique. Dans un deuxième aspect, et souvent oublié précédemment, il s'agit aussi de rendre à la nature cet espace intégralement bétonné. En le désimperméabilisant et en le végétalisant, cette deuxième réparation vise à créer un petit jardin sur la partie nord que vous pouvez aussi voir en image. Ce projet se fera par une concertation avec les habitantes et les habitants, qui est la continuité de notre méthode d'agir. Et par ailleurs, nous leur donnons rendez-vous au printemps prochain. Si nous nous plaçons à l'échelle du quartier, il est important de noter que nous sommes au plein cœur du périmètre des Jeux Olympiques. Car, comme l'a précisé Monsieur le maire, la nouvelle base nautique du Rocas Blanc, ouverte sur la mer, donnera un nouvel attrait au quartier pendant et après les JO. Cela me permet de donner des nouvelles de notre projet d'apaisement de ce quartier. Ce projet que nous portons avance. En effet, nous avons travaillé avec la métropole pour obtenir un aménagement sécurisé de la promenade Pompidou, qui est sur le point d'être finalisé dans sa première partie. Nous avons aussi réussi cette année à sanctuariser les trottoirs de la rue du Commandant Roland afin de permettre une arrivée quotidienne plus sereine des élèves et de protéger les piétons. La réfection du parc Vabel, portée par ma collègue Anne Meillac, et des services de secteur est en cours et sera livrée l'année prochaine. De plus, en partenariat avec Unicil, nous veillons à l'installation de nouveaux commerçants dans les locaux vacants dont ils ont la charge, afin de renforcer l'attractivité du tissu économique local. À terme, nous espérons que l'ensemble de ces actions contribueront à l'amélioration du cadre de vie des habitants et de leur environnement. J'aurai l'occasion d'y revenir particulièrement en janvier avec Monsieur le maire pour la présentation des vœux à la population de ces quartiers. Et je vous demande maintenant de bien vouloir vous prononcer sur cette autorisation de travaux qui a reçu un avis favorable de la Commission. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Perenchio. Y a-t-il des questions ou des interventions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Et c'est très bien que ce rapport permette d'avancer sur ce dossier qui est vraiment un dossier sensible. Au moment où les Jeux Olympiques vont arriver à la base nautique et dans la rade de Marseille, il est extrêmement important que ce quartier de près de 3000 habitants soit requalifié pour permettre de resplendir tel qu'il avait été à sa construction il y a une trentaine d'années. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et nous passons maintenant à une série de rapports présentés par mon premier adjoint, Monsieur Jean-Marc Bonafou. Monsieur Bonafou, c'est à vous pour le rapport numéro 5 et le rapport numéro 6. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, je profite de la délibération que vous venez de porter, Monsieur le maire, pour faire naturellement écho au budget de la mairie de secteur que je vous ai présenté au dernier conseil d'arrondissement. Je tiens juste à rappeler que vous pouvez retrouver l'intégralité de notre budget 2023 sur le site internet et la chaîne YouTube de notre mairie de secteur, parce qu'au-delà de la structuration budgétaire, sont présentées également les priorités d'action publique de l'année prochaine. Nous répondons ainsi à nos engagements en matière de transparence. Et justement, le rapport numéro 5 que je vous propose est porté par Madame Fortin, adjointe en charge de nombreuses délégations et notamment de la transparence. La liaison est facile. Il est question ici des conséquences de notre volonté de faire évoluer nos missions de service public pour adapter l'appareil municipal aux besoins des Marseillaises et des Marseillais, comme nous le faisons depuis juillet 2020.
Dans le cas présent, nous avons constaté que les dispositions d'astreinte lors des congés de fin de semaine ne permettaient pas aux familles qui en avaient besoin d'accéder aux démarches administratives nécessaires à l'établissement d'un acte de décès. Il nous a paru inconcevable d'ajouter à la peine des familles concernées les tracasseries de démarches administratives qu'il était possible de faire évoluer. Dans ces conditions, la présente délibération a pour objet de définir les conditions dans lesquelles il sera possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, ainsi que les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés ou encore le principe de la compensation ou de la rémunération de ces astreintes. Cela concernera les agents volontaires des mairies de secteur ainsi que ceux du pôle des opérations funéraires situé à proximité du cimetière Saint-Pierre, où se dérouleront d'ailleurs ces opérations. Ce rapport a obtenu l'avis favorable de la Commission. Merci, Monsieur Bonafou. Des interventions sur ce rapport? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 6, Monsieur Bonafou. Ce rapport, porté par M. Canicave, adjoint en charge des finances, des moyens généraux et des budgets participatifs, a pour objet de transmettre aux conseillers municipaux les rapports annuels des délégataires de services publics dans le respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Il est à noter que les contrats mentionnés dans cette délibération ont fait l'objet d'un examen de la Commission consultative des services publics locaux dans les séances du 15 septembre, du 19 octobre et du 24 novembre. Et pour notre secteur sont concernés le centre équestre Marseille-Pastré, le complexe sportif René Magnac dans le cadre des délégations de services publics liés au sport, ainsi que les maisons pour tous de Bonneveine et du cours Julien. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Y a-t-il, merci Monsieur Bonafou, y a-t-il une intervention, des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport suivant, Monsieur Bonafou. Toujours porté par M. Canicave, ce rapport prévoit les conditions dans lesquelles les mairies de secteur pourront engager des dépenses d'investissement sur la base de leur budget 2023 avant le vote du budget de la mairie centrale qui devrait intervenir vers le 10 février. À ce sujet, je dois souligner le remarquable travail de Joël Canicave et des services financiers. Rappelons que, jusque-là, ce vote se tenait au mois d'avril, soit plus d'un trimestre après le début de l'exercice budgétaire. L'engagement de respecter les principes de la comptabilité publique et donc, entre autres, de voter le budget avant le début de son exécution est en passe d'être tenu. La mairie des 6e et 8e arrondissements, avec ce rapport numéro 7, se voit autorisée à engager et mandater des dépenses d'investissement dans la limite de 62 591 € jusqu'à ce que le budget 2023 de la ville de Marseille soit exécutoire. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Monsieur Bonafou. Une intervention? Une intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté. Merci Monsieur Bonafou. Et nous allons passer maintenant au rapport présenté par Madame Masson, adjointe aux écoles et à la place de l'enfant. Madame Masson. Bonsoir à toutes et tous, Monsieur le maire, les élus, les habitants et les habitantes qui nous regardent. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter un rapport présenté par Monsieur Huguet, adjoint au maire de Marseille, en charge de l'éducation, des cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives. Ce rapport est relatif à la modification du règlement des inscriptions scolaires de Val-Ville de Marseille. Avant de rentrer dans le détail de ce rapport, et je vais y rentrer, car j'estime que quand on parle des petits Marseillaises et des petits Marseillais, cela concerne tout le monde. Ce soir, c'est aussi l'occasion pour moi de mettre en avant de nombreuses réformes engagées par la municipalité en direction de ces enfants. Que ce soit sur l'organisation du personnel des écoles, sur le bâti scolaire, sur le périscolaire ou la restauration, nous sommes en train de transformer en profondeur le fonctionnement des écoles marseillaises, avec pour seul objectif d'améliorer le quotidien des membres de la communauté scolaire et, en premier lieu, des enfants. Au niveau de la mairie de secteur, nous veillons à jouer pleinement notre rôle de proximité, par une présence accrue auprès de la communauté scolaire, en étant très présents dans les conseils d'école, par exemple. Nous renforçons aussi les ateliers proposés dans nos centres d'animation depuis 2021, et nous veillons à apaiser les abords des écoles. Sur cet aspect, nous avons demandé, en 2020, à la métropole d'inscrire dans la programmation voirie l'apaisement de 2 écoles du 6e arrondissement, l'école Breteuil et l'école Guadeloupe,
que nous avons obtenu cette année. Et nous en remercions d'ailleurs nos partenaires institutionnels, mais nous restons vigilants sur la qualité d'exécution. Dans le même registre, la mairie centrale a annoncé un renforcement du dispositif Petits Piétons aux abords des écoles, ainsi qu'une brigade de lutte contre le stationnement anarchique aux abords des écoles. Tout cela, ce n'est qu'un début. Je vais maintenant rentrer dans le détail du rapport. Donc, il s'agit d'une modification du règlement des inscriptions scolaires de la ville de Marseille. Comme vous le savez sûrement, le maire est compétent en matière de scolarisation des enfants résidant dans sa commune. Ainsi, à chaque rentrée, il dresse la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire. Afin d'améliorer le service aux familles et eu égard aux différentes situations exposées dans le cadre des demandes de dérogation, le présent rapport a pour objet de modifier certaines dispositions du dit règlement. Les modifications proposées, et c'est important, ont été élaborées en concertation avec les représentants de l'Éducation nationale, de la ville de Marseille et les représentants des parents d'élèves, afin d'assurer une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire communal pour l'ensemble des enfants et en garantissant le bon fonctionnement des écoles. Ainsi, le règlement proposé précise les évolutions suivantes. Les rapprochements de fratries sont directement intégrés à la procédure courante de préinscription scolaire. Lorsqu'un enfant membre de la fratrie est déjà scolarisé dans une école, il est convenu que l'enfant qui doit être affecté le soit sur le même groupe scolaire en fonction des places disponibles et selon le règlement. Un nouveau motif, intitulé « Rapprochement familial et garde alternée », est créé. Il vise à prendre en compte toute situation familiale pouvant justifier de regrouper sur une école ou un groupe scolaire des enfants en âge d'être scolarisés et qui appartiennent à la même cellule familiale, soit membres d'une même famille vivant sous le même toit, soit membres d'une même fratrie qui réside dans un foyer différent. La création du motif intitulé « Autres » permettant aux responsables légaux de pouvoir présenter toute situation pouvant justifier une demande de dérogation au périmètre scolaire. Le motif pourra, à titre d'exemple, concerner des familles monoparentales, des familles dont les responsables légaux occupent des emplois spécifiques nécessitant une organisation particulière dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants. Enfin, les demandes de dérogation hors commune entrantes sur le territoire marseillais pour la prochaine rentrée sont intégrées dans le processus commun des commissions de dérogation. Ainsi, la nouvelle hiérarchisation des motifs de dérogation est donc la suivante. Premièrement, prise en charge médicale et situation de handicap pour les personnes vivant dans le même foyer. Deuxièmement, rapprochement familial et garde alternée. Troisièmement, continuité du cursus scolaire de l'enfant. Quatrièmement, autres. Pour la prochaine rentrée scolaire, le démarrage de la campagne des préinscriptions et de dérogation scolaire débutera au cours du premier trimestre de l'année civile. Toutes les informations sont sur le site de la ville de Marseille. Je vous remercie, Madame Masson. Une intervention sur le sujet. Monsieur Maranda. Oui, et tout pour dire que je soutiens tout à fait ce rapport, que nous sommes tout à fait favorables à tout ce qui peut alléger la psychorigidité des périmètres scolaires et tout ce qui peut être fait pour les enfants et pour les familles en dehors des cadres rigides qui ont été dictés jusqu'à présent. Merci, Monsieur Maranda. Je ne pensais pas avoir votre soutien. D'autres interventions? Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 9, présenté par Madame Meillac. C'est à vous. Merci Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce rapport est présenté sur proposition de Madame Prigent, conseillère déléguée à la valorisation du patrimoine, à l'amélioration des espaces publics et à la place de l'eau dans la ville. C'est un rapport ordinaire sur des ravalements de façades, sur injonction de la ville de Marseille. Pour les personnes qui peut-être ne m'ont jamais entendu parler de ce programme, qui sait ? Rapidement, je rappelle qu'il s'agit d'un programme d'aide au ravalement de façades privées, programme qui accompagne la requalification progressive du centre-ville de Marseille depuis 2016 et qui est financé par la ville pour 20% et par le département pour 80% des subventions. Il concerne dans notre secteur essentiel le 6e arrondissement, un morceau du 6e arrondissement autour des quartiers Notre-Dame-du-Mont, Lodi, notamment les rues d'Italie, Chabanon, Bel-Air, etc. Aujourd'hui, nous avons un seul dossier qui va recevoir une subvention de 10 548,86 €
rue d'Italie, dans le 6e arrondissement. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Meillac. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport suivant, présenté par Monsieur Cyprien Vincent. Bonjour, Monsieur le maire, Messieurs et Mesdames les élus, Mesdames et Messieurs. J'aimerais avoir une pensée pour Madame Michèle Pitroff, ancienne, qui était sur nos listes et qui a malheureusement nous a quittés il y a 2 jours. Donc j'ai une pensée émue pour Michèle. Voilà. J'aimerais vous parler des animations Sportez-vous bien que la mairie du 6-8 met en place et où nous proposons des initiations telles que le pickball, la marche nordique, le yoga ou le krav maga, avec pas loin de 25 activités chaque semaine dans 12 lieux du secteur. Les créneaux vont de 9h à 19h, dont une large partie sont proposés par les agents de la mairie, qui sont Rakia Quétier, Vincent Frangione, Isabelle Savary et Loni Boulenan. J'aimerais encore une fois remercier ce soir les professionnalisme et l'engagement de chaque jour. Nous avons en moyenne 12 usagers inscrits par créneau. C'est un taux de remplissage de 75% pour un total de 8100 Marseillais et Marseillaises qui sont présents toute l'année. Il y a 10 800 personnes sont inscrites chaque année. Ils viennent découvrir une nouvelle aventure sportive et vont s'inscrire dans les associations et clubs pour continuer leur pratique. C'est un engagement fort de la politique sportive de notre mairie, offrir au plus grand nombre un service public de qualité. Dans ce but, nous allons, dès 2023, mettre en place le Sportez-vous bien jeune, des initiations pour les plus jeunes durant les temps périscolaires et hors scolaires. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la mairie et nous en ferons une large communication. Je passe maintenant au rapport numéro 10 qui me mène ici, porté par M. Gibraël, adjoint au sport, et M. Méry, conseiller municipal en charge de la stratégie patrimoniale et de la valorisation et de la protection du patrimoine municipal des édifices cultuels et grand ami du 6-8, pour l'approbation d'une convention d'occupation d'une partie du complexe de Jean-Bouin, qui tient au cœur de beaucoup de Marseillais, notamment pour des cours de tennis, des locaux administratifs et de stockage, un clubhouse, un terrain de boules, en faveur de l'association du Stade Marseillais Université Club, c'est-à-dire le SMUC. Suite à l'analyse du dossier, la ville de Marseille a pu apprécier le projet du SMUC consistant à développer à travers le sport des projets éducatifs, sociaux, de sport santé, innovants et respectueux de l'environnement. Le SMUC s'engage par ailleurs sur un programme d'investissement de 1 223 000 € pour rénover et améliorer les structures du complexe. S'agissant du critère du montant et de la redevance, le candidat propose un versement d'une redevance fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires. La redevance totale projetée s'élève à un montant de 319 993 € à ajouter aux travaux préalablement cités. Cette convention est pour une durée de 10 ans et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Monsieur Vincent. Y a-t-il d'autres interventions, une intervention sur ce dossier? Jamais de questions pour Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Rapport numéro 11 qui nous est présenté par Madame D'Agostino. Tu vas laisser ton discours. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le maire, chers élus de la mairie du 6-8, chères habitantes et habitants qui nous regardez. Il y a des moments forts, pour se retrouver, se reconnaître, faire ensemble au service de l'intérêt général. La journée internationale du bénévolat, le 5 décembre, en est un. Car reconnaître, valoriser l'engagement bénévole associatif, c'est promouvoir la citoyenneté, la démocratie, valoriser celles et ceux qui agissent pour autrui, renforce les liens sociaux, anime nos territoires.
Les élus de la majorité de la mairie du 6-8 ont ainsi mis à l'honneur une mosaïque d'implications individuelles le 5 décembre dernier, en partenariat avec le comité départemental des Bouches-du-Rhône de la Fédération française des médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Nous avons ainsi mis à l'honneur des femmes et des hommes qui interviennent dans nos centres municipaux d'animation sur les registres de l'action sociale, des loisirs, des cultures, des activités artistiques, du sport et du bien-être. Nous avons ainsi souhaité que ce soit ces femmes et ces hommes qui, cette fois-ci, reçoivent notre reconnaissance collective et soient médaillés. Michel Franja-Durand, Jean-Marie Forte, Odile Génin, Daniel Israël, Joseph Mariani, Hélène Morisset, Jacques Nguyen, Michel Riminati, Jocelyne Sanson et José Pérez. José, grâce à qui, lui, Michel, tous les bénévoles de l'association Un sourire pour les anges, nous avons organisé hier soir un repas pour les démunis, les sans-abri, au centre municipal Lévis. Loin des grands discours, mais dans l'action de proximité au quotidien. Pour notre mairie, Monsieur le maire nous l'a rappelé, Noël doit être festif et solidaire, pour toutes et tous, sans distinction, et notamment de conditions socio-économiques. Vos centres d'animation sont les lieux de retrouvailles dans nos quartiers, de partage, de chaleur, de convivialité, fêtes et repas pour les aînés, pour les sans-abri, les démunis, collectes solidaires. Et c'est grâce à l'implication du service d'animation et des équipes de chacun des centres que nous rendons ces moments possibles. Je tiens à rappeler également que nos centres d'animation continuent à diversifier leur offre en direction des aînés, des adultes et des plus jeunes. Et dès janvier, vous trouverez un planning d'activités mis à jour et encore plus diversifié. Et vous pouvez consulter le tout sur le site internet. Je vous remercie. Et non sans lien avec ce que je viens de vous dire, le rapport suivant, qui traite beaucoup de solidarité. L'objet de ce rapport est d'autoriser l'attribution de subventions d'équipement à diverses associations. Il s'agit de la 3e répartition 2022. Il nous est proposé par M. Ahmed Edadi. Dans le cadre de sa politique sociale, la ville de Marseille soutient la réalisation des projets de travaux et d'acquisition de matériel du tissu associatif. Et donc soumise à votre approbation une 3e répartition des crédits 2022 d'un montant de 58 880 €. 2 associations sont concernées dans le 6-8. L'association diaconale protestante Maraban, dans le 6e arrondissement, pour l'achat de tentes chauffantes, machines à laver et à coudre portant à vêtements pour un montant de 5 000 €. Il s'agit ici de renforcer l'équipement existant dans leurs ateliers et vestiaires sociaux et permettre la désinsectisation des punaises de lit. 2e association, l'association Mahavar et son restaurant social Noga, dans le 6e arrondissement toujours, qui a pour objectif de proposer une aide alimentaire aux personnes en situation de grande précarité, d'exclusion ou de marginalisation. L'attribution d'une subvention de 5 000 € est destinée à la réalisation de travaux pour la réfection des plafonds et peintures de l'ensemble du restaurant social Noga. Par ailleurs, sont également soumises à votre approbation les conventions de subventionnement attribuées à l'association La Cravate Solidaire Marseille, dans le 6e arrondissement toujours, pour des rénovations de leur local pour un montant de 1 000 € et des achats de matériel pour un montant de 4 000 €. Et pour rappel, la Cravate Solidaire a pour objectif la lutte contre les discriminations à l'embauche et notamment celles liées à l'apparence physique. Cette association favorise l'accès à l'emploi pour les personnes éloignées du marché de l'emploi par des ateliers certes de préparation aux entretiens d'embauche, mais aussi par des actions qui comprennent l'aide à se vêtir correctement. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame D'Agostino.
Y a-t-il une intervention sur ce dossier? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté. Merci Madame D'Agostino. Prochain rapport présenté par Madame Michaud, rapport numéro 13. Chers collègues, mesdames et messieurs, ce rapport nous est proposé de manière conjointe par Mathilde Chaboche, adjointe en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, Patrick Amico, adjoint en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, et Samia Gheli, maire adjointe en charge notamment des projets structurants pour l'égalité des territoires et des relations avec l'Agence nationale du renouvellement urbain. Il s'agit d'approuver un troisième avenant à la Convention d'intervention foncière sur le périmètre Grand Centre-Ville en phase anticipation-impulsion, une convention signée en mars 2017. Cette convention engage 3 partenaires, la métropole, la ville de Marseille et l'établissement public foncier PACA. Elle vise en particulier à préparer les opérations de renouvellement urbain indispensables à la recomposition et à la requalification d'un parc de logements digne de ce nom. Le montant conventionnel est de 30 millions d'euros, dont un peu plus de 16 millions ont été engagés à ce jour. Pour rappel, le PF-PACA est un EPIC, c'est-à-dire un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Il est doté de ressources financières propres, relevant d'un programme pluriannuel d'intervention d'une durée de 5 ans, 2021-2025, pour le programme en cours. Ces fonds permettent à l'EPF-PACA d'acheter du foncier bâti ou non bâti, de le conserver le temps nécessaire à la préparation des projets menés par les collectivités, avant de le revendre lorsque ces projets sont prêts à être réalisés. Pendant la phase d'anticipation, l'équipe de l'EFP-PACA constitue la réserve foncière nécessaire par acquisition amiable, par préemption ou par expropriation pour cause d'utilité publique. Suit la phase d'impulsion. Il s'agit cette fois pour l'EFP-PACA de préparer la phase opérationnelle des projets en menant des études sur leur périmètre, sur les différents scénarios d'aménagement et de programme, et l'évaluation des conditions essentielles de faisabilité. Dans le cadre de la convention qui nous occupe, l'action de l'EFP-PACA s'organise d'une part autour des îlots prioritaires initialement retenus dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain Grand Centre-Ville de Marseille, qui s'étend du 1er au 7e arrondissement. L'opération a été concédée par la ville puis par la métropole en 2016 à la Soleam, la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine. Cette opération prévoit la production de 1400 logements en accession, accession aidée, locatif adapté et locatif social. Elle s'organise d'autre part autour des 4 îlots déjà inscrits au projet partenarial d'aménagement du centre-ville, lancé à la suite des effondrements de la rue d'Aubagne. Noailles-Ventre, Noailles-de-la-Croix, Clovis-Hugues, Belle-de-Mai et Hoche-Versailles, quartiers fortement touchés par les problématiques d'habitat indigne. Enfin, autour d'opportunités d'acquisition diffuses qui vont contribuer aux objectifs de production de logements, de locaux d'activité et d'équipement. Les interventions de l'EFP-PACA impliquent évidemment le relogement dans les meilleures conditions des occupants des logements concernés par les opérations de réhabilitation ou de destruction-démolition. La mise en œuvre d'une charte du relogement unique pour l'ensemble des ménages sur le territoire de Marseille en définira strictement les modalités, et c'est extrêmement important. Le 3e avenant complète déjà sur ce point la convention initiale et ses 2 premiers avenants. Il précise la répartition des missions de chacun des partenaires, donc la ville, la métropole, le PF-PACA,
Du relogement provisoire, il précise aussi du relogement provisoire des ménages à leur relogement définitif ou à la réintégration de leur logement après travaux. Par ailleurs, la convention initiale arrivant à échéance le 31 décembre 2022, le troisième avenant en prolonge la durée jusqu'au 31 décembre 2024. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Michaud. Y a-t-il une intervention sur ce sujet? Je n'en vois pas, donc nous allons voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 14, présenté par Monsieur Didier El Arbaï. Bien. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, sur proposition de Madame l'adjointe en charge du commerce, de l'artisanat et des noyaux villageois, Madame Rebecca Bernardi, je suis très heureux de vous présenter ce rapport sur l'extension du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité dans sa phase 2. En effet, la première phase de l'extension du périmètre de sauvegarde sur le 1er, 3e, 11e et 15e arrondissement est opérationnelle depuis le conseil municipal du 29 juin 2022. Ainsi, la ville de Marseille souhaite désormais déployer la phase 2 de l'extension de ce périmètre sur toute la ville. Et notre secteur est concerné par cette délibération. Pour rappel, cette mesure permet de poser un dialogue entre les vendeurs et les acquéreurs, sachant que dans la majorité des cas, les transactions se posent sans aucun problème. Et notre intervention se résume au rappel des réglementations d'urbanisme ou autres. La liberté d'entreprendre reste bien évidemment la règle prioritaire et le dispositif de présomption ne doit être activé que dans l'intérêt général et dans l'objectif exclusif de préserver la diversité du tissu commercial de la ville et de ses noyaux villageois, ô combien important. Il est donc proposé d'approuver l'instauration à l'intérieur de ce périmètre d'un droit de préemption sur les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux et de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m². Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur El Arbaï. Une intervention sur ce dossier? Pas d'intervention. Nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil d'arrondissement. Néanmoins, à l'initiative du SICA du 8e arrondissement, nous avons une question qui va être posée par Madame Larocca, membre au titre de son CIQ du SICA du 8e arrondissement. Madame Larocca, c'est à vous. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, conformément à l'article 7 du règlement intérieur des SICA du 8e et suivant les dispositions de l'article 2511-24, notre CIQ Bonneveine-Vieille-Chapelle, membre du SICA, souhaiterait poser une question portant sur la création à Marseille d'une véritable police de terrain pour le prochain conseil d'arrondissement de décembre et vous adresse donc dans les délais demandés le détail et la motivation de la question ci-dessous avec notre proposition. Avant tout, nous tenons à remercier les effectifs des polices municipales et nationales pour leur engagement au service de notre sécurité, malgré des moyens qui ne sont pas suffisants pour la deuxième ville de France. En effet, des problèmes de sécurité et de tranquillité publique sont toujours à déplorer dans nos quartiers, les forces de police comme les magistrats n'ayant pas toujours les moyens de traiter toutes les infractions liées aux dégradations et incivilités sur l'espace public. Cette insuffisance de traitement des infractions renforce le sentiment d'impunité chez les contrevenants. Et on en arrive ainsi au premier fléau de notre société, l'incivisme, avec la généralisation et la banalisation de nombreux comportements qui portent atteinte aux règles relatives à la vie en collectivité et au partage de l'espace public. Un exemple, si besoin était.
la fermeture du portail du Bol sur l'avenue Pierre-Mendès-France a dû être assurée cet été par un gardiennage, cela pour pallier le vandalisme quasi immédiat de la barrière mise en place par Monsieur le maire de secteur, suite à notre alerte au printemps où nous signalions que l'accès au parc balnéaire étant ouvert, de nombreux véhicules en avaient profité pour y stationner. Ce gardiennage prenant fin le 31 août, nous avons donc immédiatement à nouveau alerté Monsieur le maire pour lui demander de mettre en place une sécurisation pérenne de cette barrière, car au-delà de cet incivisme manifeste, l'accès non sécurisé au site balnéaire représente un réel danger. Un acte terroriste avec utilisation d'une voiture bélier s'étant déjà produit dans d'autres villes. À ce jour, la situation n'a pas évolué, la barrière est toujours ouverte. Même si l'été sur notre littoral a été cette année un peu plus apaisé que l'année dernière, des rodéos urbains, des agressions, des vols, des nuisances sonores, sans même parler du pourrissement de nos plages et calanques, ont encore été à déplorer. Et depuis mai, maintenant, un squat à la rue Musso. Puis récemment, depuis le 6 octobre, un second squat s'est installé en haut du boulevard Jourdan-Barry, qui entraîne lui aussi de nombreuses nuisances pour les riverains. La présence anarchique sur les trottoirs des trottinettes rend difficile, pour ne pas dire impossible, la circulation des personnes à mobilité réduite et constitue un obstacle pour les personnes non-voyantes. Cela reste un problème à ce jour, malgré les efforts faits, avec la création notamment de zones de stationnement qui ne sont pas encore bien respectées par les usagers. Le nouveau dispositif de sécurisation du littoral sud, mis en place cet été par Madame la préfète de police en concertation avec le maire de Marseille, a certainement contribué à améliorer la situation pour la période estivale, avec une sécurisation renforcée de par la présence visible et dissuasive de 3 équipages en tenue, donc 9 policiers armés et équipés pour les interventions de flagrant délit pour le secteur de notre CIQ. Nous saluons le renfort des policiers municipaux annoncé, mais nous ne savons pas à quelle date ils seront réellement sur le terrain et nous vous remercions de nous le préciser. Nous souhaitons également savoir quels étaient l'effectif de police municipale à fin 2020, fin 2021 et fin 2022. En outre, nous ne pouvons que regretter qu'ils soient principalement et très majoritairement déployés dans les quartiers nord, car malheureusement nos quartiers sud ne sont pas épargnés par la délinquance et des nombreux cambriolages, dégradations et incivilités diverses et variées sont récurrents. On ne répare pas une fracture par une autre. Notre CIQ souhaite donc la création dans nos quartiers d'une police de sécurité au quotidien qui permettrait, avec une présence humaine visible et dissuasive, pas seulement des policiers qui passent en voiture, mais des policiers qui sont sur le terrain dans les quartiers, de prévenir les infractions aux atteintes et aux biens et aux personnes et d'améliorer la vie de la population et sa sécurité. Le sentiment d'insécurité est toujours partagé par de nombreux habitants. Le maire de Marseille pourrait par exemple déléguer à chaque maire de secteur le soin de choisir le positionnement chaque jour de la semaine sur les 2 arrondissements dont il a la charge de 2 équipages de police municipale. Les CIQ suivants: la Fédération des CIQ du 8e, le CIQ de Callelongue-Marseille-Vert, le CIQ de la Pointe-Rouge, le CIQ de Saména, le CIQ de la Madrague de Montredon, le CIQ Rouet-Prado-Cantini soutiennent notre demande et souhaitent être associés à cette question. Je vous remercie. Merci Madame Larocca. Y a-t-il des interventions? Madame Pila. Merci Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous tous qui nous regardez sans forcément nous voir puisque nous sommes derrière le poteau. Madame la Présidente, permettez-moi de vous remercier. Vous nous interpellez sur une problématique du quotidien, la sécurité. Vous faites un focus particulier sur le quartier de Bonneveine. Vous êtes la présidente du CIQ, c'est bien normal. On connaît votre attachement et votre investissement. Vous nous interpellez sur la sécurité, sur les incivilités. Vous auriez également pu mentionner pour le squat de la rue Musso la vente illégale de chiots et la maltraitance animale, qui est un délit. Vous vous faites l'écho de la Fédération des CIQ du 8e arrondissement. Vous citez les CIQ qui s'associent à votre demande. Preuve s'il en est que la question de la sécurité nous touche tous et dans tous nos quartiers.
Monsieur le maire, à plusieurs reprises au conseil municipal, j'ai posé la question à l'adjoint à la tranquillité publique et à la sécurité. Combien de policiers municipaux dans notre ville? Je n'ai jamais eu de réponse, comme si le chiffre dérangeait. Est-ce qu'il serait moins important qu'en 2020? Tout le laisse à penser. L'adjoint compétent m'a même dit en guise de réponse que le chiffre bougeait tous les jours et votre équipe parle de recrutement permanent. Comment croire que les effectifs oscillent tellement que vous êtes incapable d'en fournir le chiffre à une date donnée? Donc combien de policiers municipaux aujourd'hui et combien de policiers municipaux demain? Il vous aura fallu plus de 2 ans pour lancer une campagne de recrutement de policiers municipaux. 2 ans. 2 ans pour comprendre la réalité du terrain et une situation qui s'aggrave chaque jour et qui fait fuir de nombreux Marseillais. Les missions des policiers municipaux également. Quelles sont-elles aujourd'hui? Quelles sont les missions précises des policiers municipaux? Nul ne le sait. Et pourtant, la réponse à cette question nous intéresse, et elle nous intéresse tous. Quelle est la mission? Quelles sont les missions de ces hommes et ces femmes pleinement investis? Est-ce que leurs missions seront orientées vers l'intervention, vers la lutte contre l'incivilité, vers la délinquance? On ne le sait pas. Madame la Présidente, je vous aperçois à peine. Permettez-moi de vous remercier d'avoir posé cette question. Peut-être que par votre intermédiaire, les élus de notre groupe auront les réponses aux questions qu'ils se posent depuis plus de 2 ans. On sait bien que la question de la sécurité est peut-être, certainement même, sujet de discorde dans la majorité du printemps marseillais. On se souvient de votes contradictoires et de prises de position différentes sur le sujet de la vidéosurveillance. Mais nous estimons que les Marseillaises et les Marseillais méritent la première des libertés, la sécurité. Et monsieur le maire, vous et votre équipe, vous la leur devez. Merci Madame Pila. Une autre intervention? Monsieur Maranda. Oui, je répondrai aussi à cette interpellation des CIQ. C'est vrai que le problème de la sécurité sur nos plages, dans tout ce quartier, ne fait qu'augmenter année après année. Et ces problèmes, nous en parlons déjà depuis très longtemps, parce que ce n'est pas nouveau, et ça ne date pas d'il y a 2 ans. Bien avant, ces problèmes avaient été évoqués et les réponses ne sont jamais arrivées. Et c'est la continuité donc qui est de mise quant à la qualification de ces problèmes, où on essaie toujours de demander plus de moyens, plus d'effectifs, mais sans réellement analyser les causes, ou en ne voulant pas voir les causes. Et vous savez que l'été en particulier, nos plages sont prises d'assaut par tout ce qu'on peut appeler la diversité, avec leurs coutumes, les barbecues, les tam-tams, et toute cette population qui est vraiment un problème de plus en plus prégnant, et malheureusement qui ne fait que s'aggraver et qui ne fera que s'aggraver. En plus, si le projet auquel je suis très attaché, j'en parle encore une fois, de démolition de l'hippodrome, qui reste dans ce quartier un endroit un peu préservé et de tranquillité, et où cette idée lumineuse reprise par les Républicains sur les socialistes, mais les Républicains sont toujours un petit peu à la remorque des idées de gauche sur beaucoup de domaines, et c'est vrai que l'idée, après, de transformer cet espace balnéaire qui est déjà le lieu d'une activité et d'une population très nombreuse, et d'agrandir encore cette plage en prenant les terrains sur l'hippodrome pour rejoindre le parc Borély, le monde qui va arriver et la fréquentation qu'il va y avoir dans les prochaines années, si ce projet se fait, va encore augmenter la sécurité, les problèmes d'insécurité, je veux dire, et je demande au CIQ d'être très vigilant sur ces problèmes et d'intervenir quand il le faudra pour essayer de faire en sorte que cette extension des problèmes ne soit pas justement au détriment des habitants de ce si beau quartier. Merci.
Monsieur Maranda, on a bien compris qu'aujourd'hui votre préoccupation c'est celui d'hippodrome et aujourd'hui on parle de sécurité. C'est la préoccupation de ce qui va arriver et de ce qui arrive année après année, quoi. Voilà, donc j'ai vu la richesse de Marseille, de ce qui a été présenté comme une richesse pour la France et qui est maintenant une richesse pour le Marseille. En tout cas, tous les Marseillais ont droit à aller sur les plages. D'où qu'ils viennent, à partir du moment où ils sont Marseillais, et puis même s'ils viennent d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Monsieur Morène souhaitait prendre la parole. Monsieur le maire, je vous remercie. À vrai dire, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais comme il m'a fallu attendre 52 ans pour être qualifié d'homme de gauche, je ne voulais pas rater cette occasion historique de me faire applaudir par la majorité du printemps marseillais, ce qui ne se renouvellera pas tous les jours. Et le sujet est celui de la sécurité, et il a été abordé par Madame la Présidente du comité d'intérêt de quartier de Bonneveine et par Madame la Présidente de notre groupe, et je n'y reviendrai pas, simplement pour répondre à Monsieur Maranda. Les Républicains ou moi n'avons pas été à la remorque des socialistes. On a développé... Les socialistes ont parfois de bonnes idées et on peut reprendre les idées. Je ne suis pas de ceux qui estiment que la politique se fait dans des camps retranchés qui sont votre spécialité, puisque vous adorez le fascisme, vous l'avez même dit publiquement. Bon, simplement sur cette affaire de l'hippodrome Borelli, nous avons développé l'idée, à la remorque de personnes, et moi le premier, qu'il était dommage, compte tenu de l'ensemble des problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, et notamment climatiques, et que connaît notre ville et plus largement notre société aujourd'hui, qu'un espace aussi formidable en cœur de ville et au bord des plages ne serve qu'à quelques-uns, que quelques fois par an. Voilà. Et je confirme que c'est notre position, que c'est ma position, et que je continuerai à la soutenir. Alors après, que faut-il en faire? Faut-il étendre le parc Borelli? Faut-il envisager des souterrains ou des passerelles qui permettent au contraire d'étendre les plages? J'en sais rien, toutes les idées sont possibles, et même les idées farfelues souvent permettent d'avancer. Mais en tout cas, le raisonnement qui consiste à dire que cet espace formidable, naturel, préservé, en cœur de ville, doit bénéficier au plus grand nombre, alors qu'il ne sert qu'à quelques-uns, sans que ça préjudicie à la filière hippique, parce que nous avons 2 hippodromes dans cette ville, sans être à la remorque de personne, je le confirme et je l'assume. Merci, Monsieur Morène. Bon, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet de l'hippodrome, parce qu'effectivement, c'est un sujet important et majeur pour notre secteur. Aujourd'hui, nous parlions de sécurité et nous allons répondre, peut-être Monsieur Ménétrier va répondre à Madame la Présidente sur le sujet de la sécurité, et nous reviendrons ultérieurement sur l'hippodrome Borelli, mais ce n'est pas le sujet de cette question. Non. Monsieur Ménétrier, c'est à vous. Merci. Madame Larocca, effectivement, on ne voit pas très bien derrière les piliers. Vous avez raison, Madame Pila, mais bon, la mairie était là avant nous, elle le sera après, donc on va faire avec. Chères concitoyennes et concitoyens, Monsieur le maire, chers élus, bonsoir et merci pour votre présence physique ou derrière les écrans. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Larocca pour son travail à la tête du CIQ de Bonneveine, et puis pour avoir réveillé tout le monde, là, de toute l'opposition dans son ensemble, par son intervention. Je la remercie aussi pour sa participation au sein du comité d'initiative et de consultation du 8e arrondissement, le SICA donc, qui permet aujourd'hui de faire remonter cette interpellation portée par plusieurs CIQ sous l'œil de Pierre Lemery et aussi par la Fédération des CIQ du 8e présidée par Guy Barotto. Ce SICA, qu'est-ce que c'est qu'un SICA? Ce SICA, instance autonome de démocratie participative en relation avec les élus, qui permet aux associations de prendre part enfin à la vie municipale, était prévu par la loi de décentralisation de 1982, et finalement mise en place par la nouvelle mandature du printemps marseillais et dans le suite par notre jeune collègue Pierre Secaldi, qui n'était même pas né à l'époque et qui aujourd'hui est délégué, peut-être à sa grande surprise, à la citoyenneté, à la démocratie et à la décarbonation.
Après cette naissance repoussée pendant 40 années, souhaitons longue vie au SICA. Venons-en aux questions posées par Madame Larocca, questions que je résumerai ainsi, sous son contrôle. Quels sont les effectifs de police municipale depuis 2020 ? Quand et comment vont être déployés les renforts prévus en 2023 ? Enfin, est-il possible d'adjoindre 2 équipages de police municipale par secteur, et notamment dans le 8e arrondissement, si j'ai bien compris. Je laisserai de côté le portail sécurisé de l'accès sud au parc balnéaire du Prado, en face du Bol, qui, après de nombreuses années de problèmes sans nom, vient enfin de connaître un heureux dénouement sous la houlette de notre élu à la mer Hervé Manchon, et grâce à la vigilance de toutes et tous, y compris du CIQ de Bonneveine. La police municipale, donc, et ses effectifs, et je me réjouis par avance d'éclairer tout le monde là-dessus, y compris Madame Pila. Vous souhaitiez en avoir les chiffres, j'ai donc été les chercher sur le site du ministère de l'Intérieur, tout simplement parce que, effectivement, comme ils sont un peu mouvants, tous les ans, le ministère de l'Intérieur collecte ces chiffres et les publie. Donc, ce sont des chiffres publics que tout le monde peut aller voir. J'avais prévu, je crois, un petit tableau, et pour être bien, ne pas être taxé de partialité, j'avais préparé un petit tableau comparatif, le voici, concernant les villes de Marseille, Aix-en-Provence et Nice, afin de mettre en perspective ces chiffres. Je laisse à chacun le soin d'aller les vérifier. Vous avez le lien, je crois, oui, qui sera affiché sur la 2e page à l'écran. Mais enfin, vous tapez chiffres police municipale, France, et puis vous avez tout le monde depuis l'Ain jusqu'à Saint-Denis, La Réunion, je crois. Enfin bon, voilà, toute la France. Nous pouvons voir donc que 2020 et 2021 ont été des années difficiles, effectivement, pour notre recrutement, mais dans une moyenne régionale cohérente. Je pense que le Covid et ses conséquences n'y sont pas pour rien, à moins que l'arrivée du printemps marseillais à la tête de la ville de Marseille ait fait reculer certains de nos agents. Mais comme ce recul est observé aussi pour Aix en 2020 de façon conséquente et pour Nice en 2021 de façon encore plus conséquente, je crois plutôt qu'il s'agit de quelque chose de plus général. 423 policiers en 2017, voilà le chiffre, moi de M. Darmanin, enfin de ses services, 428 en 2021, 450 en 2022, et bientôt, on n'a pas encore les chiffres de 2022, mais je ne m'avance pas beaucoup, et bientôt 60 de plus début 2023 pour dépasser le chiffre de 500 policiers et porter enfin au double les effectifs de 2020, soit près de 800 policiers municipaux en 2026. C'était l'engagement du printemps marseillais. Mais, et il y a toujours un mais, dans la réalité, ça prend beaucoup de temps, avec un résultat qui n'est pas garanti, en tous les cas pas à 100%, et je m'en explique. Il faut 18 mois, Madame Pilat doit le savoir quand même, entre la prise de décision de recrutement et le déploiement sur la voie publique. Dès sa prise de fonction, donc Yannick Ohanessian a lancé un premier recrutement auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui a mandaté ensuite le centre de formation. Le concours d'abord, la formation ensuite, le terrain enfin, 60 policiers de plus au début du printemps 2023. Ça arrive. Ces 60 policiers-là pourront exercer comme n'importe lequel de nos fonctionnaires territoriaux sur l'ensemble de nos territoires. Donc à nous de leur faire préférer Marseille. Je sais qu'un suivi spécifique et inédit des candidats a été mis en place et, je l'espère, devrait porter tous ses fruits. De la même façon, chaque semaine, effectivement, un jury examine la candidature de postulants déjà formés, immédiatement employables, policiers municipaux, nationaux ou bien gendarmes. Vient ensuite la question de leur déploiement. De la même façon, Madame Larocca, que vous avez apprécié le déploiement de 3 nouveaux équipages en tenue, en concertation entre Yannick Ohanessian et Madame la préfète, pour tenir compte d'une situation spécifique à notre secteur concernant donc la période estivale, pardon. Donc c'est un effort particulier a été porté sur le secteur littoral. De la même façon, vous apprécierez que notre police municipale, dirigée par Mme Doria, sous la responsabilité de Yannick Ohanessian, que notre police donc soit la plus à même de juger des situations spécifiques de chaque secteur tout au long de l'année. Bien entendu, je ne répondrai pas à la demande de mettre à disposition de chaque maire de secteur 2 équipages de police, c'est-à-dire 16 équipages en tout pour toute la ville de Marseille. D'une, ce n'est pas son pouvoir de maire de secteur, et deuxièmement, ce chiffre dépasse pour l'instant largement les capacités de Marseille aujourd'hui en termes de force sur le terrain. Cette demande est irréaliste ou bien trop hâtive. Rendez-vous en 2026.
Par contre, et pour répondre à la demande générale, l'appel d'offres concernant la réhabilitation de l'ex-commissariat de police nationale du 8e a bien été lancé, et courant 2024, nous verrons plusieurs brigades rejoindre la nouvelle base d'Haïfa. À partir de celle-ci, ces brigades rayonneront sur la partie sud de la ville, notamment en VTT électrique, pour plus d'efficacité et aussi pour plus de proximité auprès des habitants. C'est une réflexion qui avait été entamée par l'ancienne majorité et que nous menons à bien, que nous réalisons. Dans cet esprit, nous sommes aussi à la recherche de terrain pour implanter de nouvelles fourrières, notamment dans le sud de la ville, qui permettront à nos forces de police d'être plus efficaces dans la lutte contre le stationnement abusif et dangereux. Vous évoquez ensuite pêle-mêle les problèmes de squat, c'est-à-dire de misère sociale, entre le pourrissement des calanques et le stationnement abusif des trottinettes sur le trottoir. Nous savons tous ici que les besoins en termes de logements sociaux et surtout d'urgence dépassent largement l'offre que nous avons. En attendant que nous tous, et l'État en premier, jouent son rôle de protection, nous avons à Marseille, et plus précisément dans le 6-8, des réponses à ces difficultés. Avec en premier lieu l'auberge marseillaise qui voit 60 à 70 femmes en insécurité être mises à l'abri et en parcours de réinsertion. Et nous pensons que cela est bon. Et aussi le fameux projet Just, pareil qu'il faut prononcer comme ça, qui verra 10 personnes en situation de grande détresse sociale être mises à l'abri et être actrices d'un projet de réhabilitation de l'école des filles de Montredon, à côté du CMA et du stade. Nous remplacerons donc d'anciens squats par des occupations plus vertueuses. Et nous pensons aussi que cela aussi sera bon. Nous savons tous ici, à part peut-être M. Maranda, mais en sommes-nous vraiment convaincus qu'en termes de sûreté, la prévoyance, c'est-à-dire la prévention, est le meilleur des moyens pour lutter contre l'incivisme et le reste aussi. Je veux pour preuve le dispositif spécial mis en place dans le quartier de la Plaine du Cours Julien et de Notre-Dame-du-Mont, qui, pour un coût extrêmement maîtrisé, a permis au quartier de souffler un peu à nouveau. Les commerçants comme les riverains ont apprécié la présence de médiateurs de 19h à 2h du matin, du jeudi au dimanche. Je laisse maintenant la parole à Monsieur le maire, Pierre Bernard Roche, pour qu'il conclue ce conseil d'arrondissement d'un genre nouveau, un peu plus démocratique que d'habitude. Du coup, ça a fait bouger tout le monde. Merci à toutes et tous pour votre attention. Et n'oublions pas que ce que nous faisons aux plus pauvres d'entre nous, c'est à la collectivité tout entière que nous le faisons. Merci. Merci, Monsieur Ménétrier, pour ces précisions. Merci pour ces réponses que vous avez apportées à Madame Larocca et au CIQ qui se sont associés à cette question posée à notre conseil d'arrondissement. Je ne reviendrai donc pas sur le sujet, sauf pour rappeler évidemment que la sécurité, dans toutes ses dimensions, est une préoccupation prioritaire pour notre équipe municipale. L'insécurité, c'est bien sûr celle liée à l'incivilité et à la délinquance. Elle est insupportable. Mais l'insécurité, c'est aussi la précarité énergétique ou la précarité alimentaire. L'insécurité, c'est quand on n'a pas de toit pour abriter sa famille. Il était important de le rappeler et de dire que notre mobilisation pour renforcer la sécurité n'a pas qu'une seule facette. Mais ce que je voudrais souligner également, c'est que cette question posée par Madame Larocca témoigne de la vivacité de la démocratie locale dans notre secteur. C'est grâce au SICA du 8e, à ce comité d'initiative et de consultation d'arrondissement, que les acteurs associatifs, corps intermédiaires par excellence, ont été aujourd'hui en mesure d'interpeller leur exécutif de proximité. Au mois de septembre dernier, c'était le SICA du 6e qui nous interrogeait sur le stationnement. Et j'imagine que cela ne s'arrêtera pas là. C'est un souffle nouveau qui anime la vie publique et qui permet aux citoyens de se responsabiliser et de devenir acteurs de leur quartier et de leur territoire. CIQ, associations et collectifs thématiques, SICA, conseils de quartier, réunions de concertation, ateliers et labos citoyens, comités de vigilance. À chaque fois, c'est l'expression des habitantes et des habitants, de ceux qui habitent une rue ou un territoire que l'on prend en compte, que l'on écoute pour construire ensemble la ville de demain. Nous avions promis de renforcer la démocratie locale, la participation citoyenne. C'est ce que nous faisons, nous en sommes fiers. Et c'est irréversible. L'ordre du jour est maintenant épuisé, donc je vais dire quelques mots pour terminer. Dans quelques jours, ce sera la trêve des confiseurs.
Cette période de fête doit être un moment privilégié pour retrouver sa famille, se retrouver entre amis, se reposer, profiter du temps qui passe et se ressourcer avant de repartir pour une nouvelle année 2023. Et se retrouver surtout pour nos cérémonies de vœux qui, comme l'an passé, se déclineront dans 4 secteurs, le 5, le 12, le 19 et le 27 janvier. Vous y êtes évidemment toutes et tous invités. En attendant et au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite de belles fêtes et un bon boudin. Ça va, camarade Mourad ?